c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix. Parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie. Pour ce peuple, je maigris. Tu entends, ils sont encore tués. Alors, pour ce peuple, je les défie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Et sur la politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Bernard Pongui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il faut encore vous demander de vous présenter pour certaines personnes au sujet, au niveau de notre chaîne de CGB 24 TV universelle ou pas? Bon, écoutez, monsieur Bernard Pongui est connu quasiment de toute la diaspora congolaise et aussi à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville et aussi dans cette classe politique, et toujours dans cette lutte de libération pour le Congo-Brazzaville. Donc, Bernard Pongui est quand même un peu connu par tous ces Congolais. D'accord. Alors, nous allons d'abord commencer par cette actualité concernant les assassinats. Est-ce qu'on peut appeler ça les assassinats, des massacres des jeunes enfants congolais à Brazzaville, ceux qui sont qui ont été retrouvés morts dans les prisons de Chakona? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, puisque tout le monde en parle, mais j'aimerais savoir aussi votre point de vue par rapport à cette situation-là. Bon, écoutez, c'est déjà très triste que nous revenions sur ces assassinats en masse, parce qu'il faut le dire que ce sont des assassinats en masse. Oui. Il y a déjà eu contradiction. Vous avez vu le ministre, nous avons l'habitude de l'appeler comme ça, de communication du régime de Sassou. Vous parlez de Thierry Mongala est venu démentir sur les ondes de la Radio France Internationale pour dire que ce sont des groupes de bandits, donc des bébés noirs. Et quelques temps après, vous avez vu donc le procureur de la République au Congo-Kala qui vient dire que c'est aussi des bandits, des criminels qui se sont combattus bien avant qu'il y a eu des affrontements entre les groupes, ces groupes de ces jeunes. Mais ce qui est curieux, c'est que le 27 de ce mois, le 27 juillet, le ministre de l'Intérieur, qui est Zéphirin Mboulou, a reconnu qu'il y a eu 13 jeunes qui ont été assassinés à l'intérieur des prisons, mais que d'ailleurs Mboulou refuse de dire les conditions dans lesquelles ces jeunes sont morts. Vous voyez, mais nous le savons en réalité ce qui s'est passé avec les témoignages, avec l'Office congolaise des droits de l'homme, avec le président Nzila qui a fait plusieurs déclarations, qu'il s'agit sur les ondes de TV5, de TV5 Monde, ou encore de la Voix de l'Amérique, ou encore de la Radio France Internationale. Il dit que ces jeunes ont été assassinés. Il y a des traces, des balles, il y a des exactions. Vous voyez donc les témoignages des parents, qu'ils disent encore par plusieurs fois que certains de leurs enfants ont été pris soit dans une boutique ou dans le quartier. Vous voyez, donc on ne peut pas attribuer à ces jeunes qui ont été assassinés dans ces prisons comme étant l'étiquette des voyous ou des bandits. Et même si c'était le cas, nous pensons que ce n'est pas à la police congolaise de faire la justice. Les bandits, on les arrête, on les transmet à la justice congolaise. C'est au juge de décider du sort qu'on veut vouloir donner. Mais là, vous voyez que ce que nous venons là de voir, ce sont simplement des massacres à grande échelle. Est-ce que l'intervention de Doukounga Kala, le procureur de la République, est-ce que pour vous ça rassure ou ça ne rassure pas à partir du moment où il y a déjà une sorte d'accusation qui est portée envers ces enfants pour dire qu'ils étaient des bébés noirs? Bon, mais déjà, M. Odilon, vous le voyez que nous faisons face à une justice qui a voulu camoufler le crime. Vous voyez, quand déjà Doukounga Kala arrive et il monte déjà le doigt au coupable, alors qu'il n'a pas encore mené l'enquête, donc il a déjà entre ses mains ceux qui ont commis le crime. Donc en fin de compte, ce sont les victimes qui sont donc des criminels, vous voyez. Et donc dans des circonstances pareilles, on ne peut pas avoir une véritable justice au Congo. Voilà pourquoi nous avons fait une vidéo là-dessus. Nous avons demandé qu'il y ait la justice internationale qui vienne en réalité mener des enquêtes, parce que nous le savons, les assassinats de ces jeunes dans le commissariat de Chakona, il faut le dire, ce qu'il faut rappeler à vos auditeurs, que il n'y a pas que le commissariat de Chakona, il y a d'abord eu le commissariat de Kibeliba qui est à Talangaï. Donc vous voyez que ces jeunes sont partis du commissariat de Kibeliba parce qu'il n'y avait pas assez de place à Kibeliba et on les a transférés donc à Chakona. Et ça s'est passé du vendredi à samedi, tu vois. Et ceux qui sont restés à Kibeliba, on n'en parle pas, mais c'est ceux-là qu'on nous sommes en train de parler des disparus, parce que
les témoignages que nous avons reçus, c'est que les 13 victimes que Zéphirin Mboulou a eu à reconnaître, c'est en réalité les disparus qui se retrouvaient dans le commissariat de Kibeliba. Donc en réalité, ceux qui ont été fraudement assassinés, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des indications, des impacts de balles sur les corps des victimes, d'après l'Office congolais des droits de l'homme, vous voyez, on ne connaît pas en réalité le nombre de ceux qui sont ceux qui ont été assassinés au commissariat de Chakona. Et nous en sommes convaincus que ce nombre peut être vu à la hausse. Hein, c'est ça la réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'allons jamais nous retrouver avec une véritable justice. Il faut qu'il y ait enquête internationale parce qu'il y a eu des massacres à grande échelle. Hein, parce que quand il y a des crimes à grande échelle comme ça, nous savons que le régime de Sassou est un régime qui a du flou sur le système judiciaire. Nous ne pourrons jamais arriver à une véritable justice pour les victimes et les parents. Mais en plus, si vous essayez de voir ce qui s'est passé dans le commissariat de Chakona, ça nous montre quoi? Ça nous montre ce que nous avons déjà vécu dans le passé. Les disparus du 8 de Brazzaville. Vous voyez, ce sont les mêmes circonstances des Congolais ressortissant tous du sud du Congo, qui étaient réfugiés en République démocratique du Congo, les accords avec le HCR, dont l'Office des Nations Unies des réfugiés, signés avec Sassou qui donne des garanties, mais en réalité, ces jeunes arrivent à Brazzaville, on les trie, les hommes et les garçons d'un côté, et jusqu'à aujourd'hui portés disparus. Nous connaissons qu'à ce jour, il n'y a jamais eu une justice qui a été faite pour ces victimes. Tel a été aussi le cas pour les événements du 4 mars 2012 à Brazzaville, vous voyez, avec cette affaire d'explosion des munitions de combat et des armes que Sassou avait déposées en Pila. Tout ce monde qui ont perdu de vie, les victimes, aujourd'hui, sont totalement abandonnés et en réalité, les véritables criminels continuent toujours à être en liberté. Donc voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à Madame Bensouda, parce qu'il y a eu des crimes de masse, et quand il y a eu des crimes de masse, des assassinats à balles réelles sur des présumés prisonniers, nous pensons que ça va nécessiter une enquête, et ça, nous souhaiterons que ça soit une enquête internationale, comme d'ailleurs, même les parents, eux-mêmes veulent maintenant qu'il y ait l'enquête internationale, parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas la justice dans ce régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Mais est-ce que, bon, je crois que vous avez répondu à cette question lorsque vous avez dit que ça ne va aboutir absolument à rien. Mais moi, la question que je me pose, et aussi que certains Congolais se posent, est-ce que ces policiers qui étaient ce jour-là de garde, le jour où il y a eu assassinat, massacre et autres, puisqu'on ne connaît pas encore véritablement la vraie version, est-ce qu'ils ont été entendus par, je ne sais pas, par les journalistes, la presse, mais déjà vous avez suivi ce que Zéphirin Mboulou a dit à l'Assemblée nommée de Sassou. Il dit que le commissaire de police a été suspendu par décret. Suspendu par décret, c'est une façon de pouvoir camoufler le crime. Parce que nous pensons que la première des choses, au lieu de suspendre quelqu'un, il faut d'abord qu'on laisse tout le travail judiciaire puisse se faire. Et éventuellement, nous connaissons dans quel contexte les enquêtes se font au Congo-Brazzaville. Vous voyez que si on arrive, parce que d'après le témoignage de parents, les vidéos sont là, les vidéos faites par l'Office congolais des droits de l'homme, par d'autres médias internationaux, où les parents disent qu'ils ont rendu visite à leurs enfants la nuit du samedi à dimanche. Il y a même de ceux qui étaient là le dimanche, ils ont pu voir leur enfant. Et le lendemain, ce sont des corps qu'ils vont retrouver. Il y a même ceux qui n'arrivent pas à retrouver leur corps. Donc, vous voyez que ça vous démontre carrément que les policiers qui ont commis ces crimes n'ont pas commis les crimes seuls, parce que quand vous essayez de voir la hiérarchie militaire, rien ne peut se faire au Congo-Brazzaville sans que Jean-François Ndenge, qui est le patron de la police, puisse être informé. Et rien ne peut se faire au Congo, c'est-à-dire un crime à grande échelle comme ce que nous venons de voir dans le commissariat de Chakona et de Kibeliba, sans que Dominique Okemba ne soit informé, sans que Denis Sassou Nguesso lui-même ne soit informé. Donc vous voyez que les ordres sont partis de quelque part. Vous voyez que si on arrive déjà à suspendre un commissaire de police, que d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons même pas les noms du commissaire de police qui était de service ce jour, vous voyez que c'est une façon de vous dire que c'est un camouflage
un crime, comme d'ailleurs le régime est habitué de faire. Mais que comptez-vous faire, vous, la diaspora, pour les parents en fait, les victimes, hein, voilà, bon, ça c'est une très bonne idée. Nous, dans notre initiative, nous avons toujours dit que nous aimerions voir une diaspora congolaise unie, une diaspora qui parle d'une seule voix, surtout quand il s'agit des problèmes du Congo-Brazzaville. Nous savons que le régime est habitué à commettre les crimes de grande échelle. Nous devons tous parler d'une voix. Voilà pourquoi nous demandons à la diaspora, travaillons tous ensemble avec les avocats à l'intérieur de cette diaspora pour accompagner cette plainte au niveau de la Cour pénale internationale de justice. Ça, c'est la première des choses que nous pouvons faire. Maintenant, s'il y a par exemple des relevés de fonds que nous pouvons faire pour assister à des familles, c'est aussi une bonne idée. Et d'ailleurs, nous profitons donc de ce temps d'antenne de pouvoir demander à la diaspora de pouvoir s'unir, former un fonds que nous pouvons assister les parents, parce qu'il faut le dire qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore retrouvé même les dépouilles de leurs enfants. Vous le savez, le système est habitué à faire disparaître les gens. Vous connaissez l'histoire de Jean-François Ndengue, déjà quand il était en communication avec le jeune étudiant à l'époque, Mambeke. Il a dit d'une manière claire que on va te faire disparaître, vous voyez. Il est toujours en vie, il est toujours au Congo. Personne ne connaît, mais néanmoins, vous le savez, l'histoire du jeune Apanga, un autre étudiant syndicaliste, étudiant congolais qui a été torturé, qui a des grands problèmes de santé, qui se retrouve quelque part caché dans un autre pays africain. Et nous savons les conditions dans lesquelles ces jeunes se retrouvent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander, notamment au Canada, de pouvoir essayer de regarder le cas de ce jeune Apanga, parce qu'apparemment, nous avons reçu de la documentation de ce jeune Apanga qui demande qu'on puisse l'assister. Il est allé jusqu'à l'ambassade du Canada, quelque part dans un pays africain que nous ne voulons pas encore révéler le nom, parce qu'il ne faut pas qu'on dise au régime de Brazzaville où se trouve ce jeune. L'ambassade du Canada le renvoie vers l'Office des Nations Unies des réfugiés, mais nous pensons que ce jeune est vraiment en danger. Si on peut assister ce jeune homme en tant qu'un pays uni, un grand pays comme le Canada, ouvrir les portes à ce jeune homme, nous pensons que ça sera une bonne initiative. Mais est-ce que je sache jusqu'aujourd'hui, aucune initiative financière ou d'aide n'a été lancée jusqu'aujourd'hui au niveau de la diaspora pour venir en aide à ces jeunes garçons? Ce ne sont que des paroles, puisque je vous suis, je suis aussi d'autres opposants qui sont dans la diaspora. Et je ne sais pas, est-ce qu'une action financière, une action d'aide directe, j'aimerais dire, pour faire sortir ce jeune de cette situation a été faite? En ce qui concerne les finances, je n'ai pas encore cette idée, ces informations, mais nous pensons que c'est une bonne initiative de pouvoir assister à l'état de santé de ce compatriote. Et s'il y a des Congolais de bonne foi qui peuvent, que nous pouvons tous embarquer dans le chemin, en tout cas, nous sommes très volontiers de le faire. Mais en tout cas, personnellement, nous avons été contactés pour le dossier de ce jeune homme, pour voir comment les grands pays comme le Canada peuvent l'assister. Et nous avons donc reçu ce dossier et nous sommes en train de préparer ce dossier pour les envoyer auprès des autorités compétentes du Canada pour pouvoir l'assister. Voilà pourquoi nous prenons le temps de votre antenne de pouvoir faire passer ce message qu'il y a un jeune quelque part, un jeune africain en difficulté qui a été torturé, qui se retrouve avec des problèmes sérieux de santé, que le jeune homme Apanga, son histoire est connue de tout le monde. Il n'y a pas que dans la diaspora congolaise, tous les médias internationaux connaissent l'histoire du jeune Apanga. Nous demandons simplement aux humanitaires de pouvoir sauver la vie de ce jeune homme et nous avons été contactés pour pouvoir l'aider et voilà pourquoi ce que nous sommes en train de faire, de pouvoir essayer d'apporter notre soutien à notre compatriote congolais. Mais je pense que vos paroles ne seront pas vaines, non? Parce que les parents, ses parents, leurs parents vous suivent et il faut tenir vos paroles. Quand même, il y a un compatriote qui est à Québec qui m'a contacté. Moi, je lui ai dit la vérité. Je dis, nous ne détenons pas la décision. La décision, c'est la décision administrative. Nous ne sommes pas les autorités du Canada. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire acheminer le dossier de ce jeune homme vers les autorités compétentes du Canada pour qu'on puisse l'aider. Mais en ce qui concerne la prise de décision pour faire venir le jeune Apanga, ça ne dépendra pas de Bernard Pongui, ni de la diaspora congolaise, mais ça dépendra des autorités compétentes de ce pays qui peuvent penser utile de pouvoir aider notre compatriote congolais. Et c'est d'ailleurs notre souhait. Nous pensons que le jeune Apanga mérite d'être assisté parce que sa vie se retrouve en danger. D'ailleurs, il a été torturé, il est recherché par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville et nous pensons qu'il faut
nous puissions tous, hein, c'est pas seulement l'affaire de Bernard Pongui, mais c'est une affaire de tous les Congolais pour pouvoir aider le jeune Apanga. Mais il faut le dire qu'il n'y a pas que le jeune Apanga, il y a aussi nos jeunes activistes du ras-le-bol qui sont aussi leur vie en danger. Donc nous pensons que tous ensemble étant une diaspora, parce qu'il faut le dire que nous sommes fatigués de voir des discours politiques, il faut passer aux actions pour pouvoir apporter de l'aide à nos compatriotes. Mais effectivement, vous parlez de l'aide, vous parlez des actions concrètes, des actions directes en face des jeunes, de la population congolaise qui souffre face à cette misère, face à cette crise économique et politique que subit le pays. Mais j'aimerais aussi vous poser une question. Certainement, c'est les étudiants qui sont en Russie, parce que j'ai vu un représentant des étudiants qui sont en Russie, qui n'ont pas leur bourse depuis des mois et des mois. Mais je ne vous entends pas aussi parler de ça, hein, vous, au niveau de la diaspora. C'est un silence total. Ce qui vous intéresse, c'est juste Sassou, mais si vous êtes vraiment des hommes politiques. Je sais que j'ai suivi vos vidéos, vous avez dit que vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un simple citoyen qui intervenait tout simplement pour essayer un peu d'encadrer les orientations certainement de certains politiciens. Mais que comptez-vous faire exactement face à cette situation-là pour les étudiants qui sont dans cette situation à Moscou? Il faut le dire, il n'y a pas que les étudiants de Moscou, il y a ceux qui sont au Cuba, il y a ceux qui sont dans les autres pays africains. Les étudiants congolais, nous venons de voir la toute dernière publication faite par un groupe de partis politiques, un chef de parti politique au niveau du Congo qui a présenté l'état du pays d'une manière générale. Oui. La situation des étudiants aujourd'hui, ils sont à plus de 12 mois sans bourse, vous voyez. Mais nous pensons que c'est cette diaspora qui a fait qu'aujourd'hui l'histoire des jeunes étudiants congolais se retrouve partout à travers le monde entier. C'est cette diaspora qui a pris l'information, qui a relayé l'information à travers les médias sociaux, en contactant les organismes. Et aujourd'hui, l'affaire des étudiants est connue de tout le monde. Mais il faut le dire que, vous le connaissez, mon cher Dylan, cette diaspora congolaise, quand on parle de pouvoir cotiser pour aider, peu de gens essaie de se faire voir la figure, pour pouvoir assister. Et nous condamnons cette façon de faire. Tout dernièrement, nous avons vu une publication, un jeune étudiant congolais venait de mourir à Moscou. Ah oui. Nous n'avons pas encore vu une organisation, une véritable organisation, comment on peut faire pour assister. En tout cas, au sein de la diaspora surtout, au sein de les politiciens de la diaspora. Éventuellement, parce qu'il faut le dire qu'au niveau de l'Amérique du Nord, je n'ai pas encore vu ce que se disent politiciens du Congo, de pouvoir commencer à mener une initiative pour pouvoir assister au moins les parents ou à faire revenir le corps ou la dépouille mortelle de ce compatriote vers le Congo-Brazzaville. Et nous pensons que il faut que nous puissions comprendre un peu que nous ne sommes pas seulement une diaspora qui va donc regarder simplement le côté politique, mais il faut que nous soyons aussi une diaspora qui va essayer de regarder le côté économique, le côté social, le côté humanitaire surtout, pour pouvoir aider les compatriotes de notre pays. Voilà, merci pour ces réponses qui étaient un peu d'ordre général. Mais, puisque vous donnez vos positions, vos points de vue en ce qui concerne la politique du Congo, les Congolais qui sont au niveau du pays, au bled comme on dit en général, se disent un peu que vous parlez trop. C'est ce que je vois souvent dans les discussions qui se passent souvent dans les réseaux sociaux et ils ne vous croient plus. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez poser exactement pour aller aider ces gens-là? Est-ce que, lorsque je pose un peu cette question, parce qu'il y a un citoyen qui aurait dit que la meilleure façon d'aider la population par rapport aux idées que vous balancez par-ci par-là dans vos réseaux sociaux serait d'aller sur place, d'aller poser votre candidature à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle qui s'en vient là, je crois bien c'est en 2021. Pourquoi M. Bernard Pongui, qui parle trop dans les réseaux, qui dérange, n'irait pas au pays poser sa propre candidature en tant que président, au même titre que Kiki, Denis Christel Sassou, au même titre que Sassou, au même titre que Tati Mabiala et autres? Bon, mais écoutez, M. Odilon, ça c'est une très bonne question. Bon, ça c'est déjà, il faut le dire, que si le Congo était un pays démocratique, où les institutions étaient en place, où il n'y avait pas la corruption et la fraude, Bernard Pongui, candidat à l'élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso, à Denis Christel Sassou Nguesso, je suis très convaincu que les Congolais voteront pour Bernard Pongui. Vous êtes sûr, hein? Pourquoi? Parce que Bernard Pongui a des idéologies économiques, des idéologies de construction, des idéologies de la jeunesse. Bernard Pongui pense à, si vous voulez, à pouvoir apporter de l'emploi aux jeunes Congolais.
En réalité, l'idéologie de Bernard Pongui, ce n'est pas de faire expliquer, si vous voyez, les compétences des jeunes Africains, de manière générale. L'idéal de Bernard Pongui, c'est de faire que les emplois demeurent en Afrique, que les jeunes Africains puissent avoir les mêmes mentalités, les mêmes chances que ceux qui vivent en Occident. C'est-à-dire un jeune Congolais qui peut travailler, qui construit sa propre voiture, qui a une petite voiture, qui a son travail, qui travaille convenablement, qui s'occupe de sa famille, qui a l'Internet à haute vitesse, capable de pouvoir communiquer avec tout le monde à travers le monde entier. C'est ça les idéologies de Bernard Pongui. Et puis il faut le dire que l'intégrité de Bernard Pongui, il faut le dire que de formation, je suis un ingénieur, je suis appelé à de l'intégrité professionnelle et par ma qualité de pouvoir apporter de l'intégrité au Congo, nous en sommes convaincus que les jeunes Congolais vont beaucoup s'adhérer à mes idées politiques et mon discours politique, et en ce moment-là, ces jeunes Congolais seront capables de me porter président de la République si, et seulement si, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez? Et donc, et ça il faut le dire, monsieur le nom, je vous dis la vérité, Denis Christel ne pèse pas devant moi. S'il s'agit d'apporter des grandes idées au Congo, nous sommes dans un pays libre et transparent où il peut y avoir un débat politique lors d'une campagne, débat face à face, oui. Il ne peut pas me battre. Et ça, c'est la réalité. Et pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas vous battre? Mais parce que il a démontré de l'incompétence, même étant le directeur de la gestion de la vente du pétrole du Congo, il a démontré de l'incompétence. Donc vous voyez que quand vous présentez des faiblesses d'incompétence dans la gestion du pétrole congolais, qui représente l'unique, on peut dire, la plus grande source de revenus pour le pays, vous voyez que vous avez là des incompétences et que les jeunes Congolais ne seront jamais derrière vous si et seulement si vous ne comptez pas sur la corruption, sur la fraude pour pouvoir gagner. Vous voyez? Mais Bernard Pongui ne peut pas aller au Congo en 2021 être candidat, premièrement parce que le problème que pose la première élection n'a jamais été résolu. Nous venons de voir l'élection présidentielle qui vient de se passer où un individu a eu 8%, mais qui a confisqué les résultats de l'élection présidentielle tout simplement parce que cette personne maîtrise l'armée, maîtrise entre guillemets les institutions de ce pays. Vous voyez? Et donc, si déjà le problème de la crédibilité dans la gestion des institutions n'est pas réglé, c'est quasiment impossible pour un homme comme moi qui a une conscience normale de pouvoir aller sur un terrain pareil pour se dire je veux me porter candidat dans ce pays. Donc vous voyez que les problèmes de liste électorale, la commission nationale d'élection, tout ça c'est fabriqué par un seul système politique. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas aller à une élection face à un régime dictatorial, parce que le régime dictatorial n'écoute jamais la voix des urnes. Les Congolais voulaient essayer, en poussant Sassou à la sortie, ils ont accepté, même quand on les a forcés le référendum, ils sont acceptés à aller aux élections, mais nous connaissons aujourd'hui dans quel état ils ont amené le pays. Vous voyez, donc Bernard Pongui ne peut pas être un accompagnateur, un porteur de valise d'un système en place. Vous voyez, tous ceux dans la diaspora, que nous sommes d'ailleurs en train de voir, plusieurs de nos compatriotes sont en train de dire qu'ils seront des candidats à l'élection présidentielle de 2021, vous voyez que vous allez donc accompagner ce régime et vous serez donc simplement les porteurs de valise de ce système. Mais il faut le dire que ceux qui se disent qu'ils seront des candidats, il faut dire qu'il faut qu'ils reçoivent bien l'autorisation qui va financer leurs élections. Vous voyez que ça fait partie d'un petit complot. On essaie d'emmener la diaspora pour leur faire montrer l'exemple, pour dire que voilà la diaspora qui est venue, ils vont être des candidats et à la fin ils vont avoir quoi? Rien, absolument rien. Ce seront des gens qui vont manipuler, accompagner. En réalité, le fils de Sassou est devenu président et à la fin ce sont des gens qu'on va donner des petits postes, ainsi on va continuer de les manipuler et faire plonger notre pays dans la décadence, dans l'Armageddon, dans l'apocalypse économique. Vous voyez donc, il faut Odilon, pour M. Odilon, pour revenir à ça, il faut d'abord refaire les institutions, les véritables institutions de ce pays. Pour refaire les véritables institutions, il faut que nous puissions ramener la Constitution de 1992. C'est cela les fondements de la démocratie au niveau du Congo-Brazzaville. C'est cette même Constitution qui vous a conduit dans la guerre. Non, mais il faut écouter. Cette Constitution n'a jamais conduit les gens dans la guerre, parce que cette Constitution le dit, le mandat il est de 5 ans. Après 5 ans, c'est une élection présidentielle. Il faut le dire que il n'y a pas eu guerre au Congo, il y a plutôt eu un coup d'état militaire, c'est-à-dire un homme et un clan qui a pensé revenir au pouvoir, venir
briser le rêve de tout jeune Congolais, qui était le rêve de la démocratie, que tout le monde a d'ailleurs acclamé, qui a été une réussite de la conférence nationale souveraine de 1991-92. Vous voyez, donc on peut dire que la constitution de 1992 demeure jusqu'à aujourd'hui l'unique constitution qui a emmené la véritable démocratie au Congo, des véritables institutions au Congo. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que cette constitution a mené la guerre au Congo-Brazzaville. Ce sont des intentions d'un homme, d'un individu, d'un clan qui a voulu, si vous voulez, faire chambouler l'avenir de tout un pays. Donc on peut dire que pour que nous puissions avoir une véritable élection au Congo-Brazzaville, il faut que cette constitution-là revienne en place. Ce n'est pas la constitution que nous avions, une constitution criminogène qui permet à Sassou de massacrer, sans pourtant de se faire inquiéter par une justice nationale ou internationale. Vous voyez, donc tant qu'il n'y aura pas ce fondement qui est la véritable constitution, mettre en place une commission nationale électorale totalement indépendante qui ne dépend d'aucun parti politique, où tous les partis politiques vont participer, même de la société civile. En ce moment-là, vous pouvez voir des gens comme Bernard Pongi, s'il s'est décidé de rentrer en politique, devenir candidat de ce pays. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, je ne veux pas être porteur de valise d'un système criminel et dictatorial au Congo-Brazzaville. Bon, je ne sais pas si est-ce que ce monsieur Bernard Pongi connaît un peu les comptes bancaires de chaque Congolais qui se trouve dans la diaspora pour porter des telles, je ne dirais pas des accusations, mais des tels propos, parce qu'on ne connaît pas ce que gagne chaque personne. Donc chaque Congolais, je pense, est libre de rentrer au pays, de faire la politique, d'avoir son idéologie, de soutenir Sassou ou pas. Donc ça, c'est leur liberté, c'est leur droit en tant que citoyen d'aller poser des candidatures à la mais tout à fait, aussi. Vous avez là, vous venez là de mentionner quelque chose qui est très important. Tout et chacun de nous est libre de choisir le camp, qui choisit le camp de Sassou ou pas. Mais ne venez donc pas à la diaspora nous faire croire que vous êtes du camp de ceux qui sont contre les politiques et les pratiques de ce régime au Congo-Brazzaville. Si vous faites partie, vous venez auprès du Congolais ou de la diaspora pour leur dire que je suis avec vous, ou de l'autre côté dans la nuit, vous avez des officines avec ceux qui sont au pouvoir, alors ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, cher monsieur Odilon, c'est ça la vérité. Il faut dire la vérité au peuple congolais, il faut dire la vérité à la diaspora. Si vous voulez aller travailler avec Sassou, ça ne sert pas de faire le bruit. Allez-y travailler avec Sassou. Mais ne venez pas dire à ceux qui sont en train de pleurer leur mort au Congo, à ceux-là qui ont perdu des vies, ou à ceux-là qui ont perdu des parents, que vous voulez être candidat au Congo pour accompagner le régime Sassou, tout en sachant que toute une élection au Congo avec ce régime sera une élection biaisée et totalement bourrée de fraude. Parlons toujours de cette affaire d'élection de 2021, puisque ça avance un petit peu là. Que pensez-vous des actions humanitaires et sanitaires du futur candidat, si on peut l'appeler ainsi, Denis Christel Sassou Nguesso? On l'a vu dans la partie nord du pays, il a fait des actions. Et dans le pôle aussi, pour venir un peu en secours à toute cette population qui sort des forêts, qui ont été dans des situations un peu difficiles. Et est-ce que cela ne constitue pas déjà, est-ce que pour vous, comme l'a dit M. Tati Mabiala ces jours-ci au Parlement, est-ce que c'est déjà une campagne électorale précoce ou bien prématurée de la part du député Denis Christel Sassou? Bon, écoutez, d'ailleurs c'est vous qui l'appelez député, puisque si déjà député Tati Mabiala déjà l'a même dit dans son discours, il n'est jamais au Parlement nommé de Sassou Nguesso. Vous voyez, donc nous pensons quand on est député, il y a des exigences qui vous poussent à être présent dans cette salle, mais ce monsieur n'est jamais là, il n'a jamais siégé. Oui, donc déjà, on ne peut pas dire que si en réalité c'est un député. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Ce monsieur joue le rôle, on peut dire, de président de la République, de vice-président de la République, on peut le dire comme ça, parce qu'il utilise quoi? Il utilise les moyens de l'État, que ce soit des moyens matériaux, que ce soit les matériaux, que ce soit le personnel de l'État. Il est en train d'utiliser. Mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est au frais de l'État. Est-ce que c'est répertorié quelque part? Est-ce que tous les députés peuvent-ils avoir la chance de faire ce que ce monsieur est en train de faire? Non. Et nous condamnons cela. On ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour des fins personnelles, pour des faits de la conquête du pouvoir. On ne peut pas le faire. Vous voulez aller au pouvoir, préparez vos propres moyens et allez-y à cette conquête du pouvoir. Mais non, en ce qui concerne les actes humanitaires, vous appelez certainement les actes humanitaires, mais nous pensons que ce n'est pas des actes humanitaires. Il faut déjà voir les circonstances dans lesquelles ce monsieur vient donc apporter, on peut dire, nous avons dit de l'aide empoisonnée aux populations.
Ce monsieur l'a déjà fait avant l'élection présidentielle passée. Hein. Nous avons vu quelques cliniques privées dans le département de la Bouenza pour soigner soi-disant nos mamans, nos petits-enfants de là-bas. Une fois l'élection terminée, nous n'avons plus vu ce monsieur pendant quasiment plus de 2 ans revenir dans ce pays pour pouvoir apporter de l'assistance à ses citoyens. Ils sont partis détruire le département du Poul. À la fin, l'homme a des intentions présidentielles. Nous avons donc vu ce monsieur repartir dans le département du Poul avec, on peut dire, des cliniques mobiles non approuvées par le ministère de la Santé. Parce qu'il faut le dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu une déclaration du ministère de la Santé qui approuvait, vous voyez, les véritables conditions d'utilisation du matériel médicalisé que ce monsieur est en train d'apporter dans le département du Poul. Vous voyez, si nous essayons encore de regarder, le Congo ne se limite pas qu'à la Bouenza, qu'au Poul, mais le Congo, c'est à Bambama, le Congo, c'est à Betou, le Congo, c'est à Soanké, ainsi de suite. Vous voyez, monsieur Odilan, dans le cercle de santé d'un individu, il y a la maladie. On peut voir le malade déclare sa maladie, il va donc chercher une consultation auprès du médecin, le médecin l'examine, le médecin passe à la prescription, au traitement, le suivi après. Vous voyez, mais les cliniques médicalisées, les gens auront-ils le suivi après? Nous ne pensons pas. Alors, qu'est-ce que nous allons remarquer? Est-ce que c'est le caractère temporel, éphémère de... Non, mais il faut dire que nous appelons simplement, c'est de l'opportuniste. Hein. Le monsieur a eu là une opportunité, connaissant qu'il était l'un des parrains hein, de la destruction du département du Poul. Les populations seront donc en difficulté. Il faut donc leur apporter du matériel médicalisé non approuvé par le ministère de la Santé, que nous pouvons appeler de l'aide empoisonnée. Et à la fin, ce sont des populations qui seront abandonnées. L'unique solution, ce que nous ferons, si nous étions à la place de l'individu, vu qu'il détient plus de 7 000 milliards de francs CFA de l'argent du Congo, c'est prouvé dans les paradis fiscaux, nous, ce que nous faisons, nous construisons donc des hôpitaux de grande renommée, comme d'ailleurs l'hôpital qu'ils ont construit chez eux à Oyo, qu'ils n'arrivent pas à construire dans le département de Poul ou dans tous les autres départements du Congo. C'est ce que nous on ferait. Et si nous étions donc à la place de Nicrisel Sassou, nous donnerons de l'eau potable, d'ailleurs même déjà aux populations du département de Kouilou, qui sont, pas de forage, monsieur Odilon, le pays est entouré d'énormes ressources en eau potable, en eau douce. Nous sommes capables de pouvoir donner de l'eau d'ailleurs au département du Kouilou. Pourquoi le département du Kouilou? Parce que le département du Kouilou est d'abord le propriétaire même de là où ils vont puiser le pétrole qui fait qu'ils puissent avoir tout l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Vous voyez, nous, ce que nous ferons, c'est en réalité construire des véritables écoles, comme d'ailleurs l'école qu'ils ont conçue chez eux à Oyo, où vous avez des enfants qui utilisent des ordinateurs, parce qu'il faut le dire que le système éducatif, ça ne va pas se concentrer à Oyo ou à Dolisie par un petit lycée qu'ils ont construit. Monsieur Bernard, soyons quand même reconnaissants, parce que le bac venait de se passer, et la meilleure école, hein, je crois, si je ne me trompe pas, selon ce que j'ai lu dans le communiqué, c'est l'école de Dolisie. D'accord. Voilà, et c'est une nouvelle école que le pouvoir de Brazzaville vient de construire. Cette école d'excellence, je ne sais pas le lycée d'excellence ou je ne sais pas lycée quelque chose comme ça, c'est pas un lycée qui existe dans la partie nord du pays, c'est à Dolisie, le fief même de l'UPADES en quelque sorte. Et bon, écoutez, monsieur Odilon, vous essayez sûrement de regarder le système éducatif. Le taux d'admission du baccalauréat de cette année, on parle quasiment de 26%, 27%. Bon, ça vous montre déjà l'état éducatif de ce système, comment le système éducatif est complètement brisé. Mais ça prouve que Dolisie a avancé quand même par rapport aux autres parties du pays. Monsieur Sassou avait commis une maladresse. La maladresse, c'est quoi? C'est de pouvoir enlever la faculté de sciences que le président Pascal Lissouba, président à l'époque, avait donc voulu que ça soit installé à Dolisie. Pourquoi il avait fait? C'est une décision politique. Et pourquoi donc il s'est décidé d'aller construire, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le lycée d'excellence? L'éducation, ce n'est pas Dolisie seulement. Une dette morale, il a étudié à Dolisie, le président. Bon, écoutez, dette morale, nous ne savons pas qu'est-ce qu'en réalité il a construit à Dolisie, puisqu'il n'y a même pas, on peut dire, une faculté de l'université qui existe à Dolisie. Donc vous voyez, monsieur Odilon, tout le système éducatif, vous le connaissez, hein, ce n'est pas des choses à vouloir mentir ici. Les états dans les écoles, les programmes scolaires, si vous aviez un taux de baccalauréat à 28%, ça vous montre clairement le niveau éducatif.
non pas seulement du système de gouvernement, mais aussi de celui qui gère ce pays. Vous voyez? Allez-y regarder le système éducatif ou le modèle éducatif dans les autres pays de la sous-région, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'évolution par rapport au Congo. Donc on ne peut pas parler d'un baccalauréat avec 26% et pouvoir penser que le lycée de Dolisie, donc ça veut seulement, puisque le lycée de Dolisie ne fait pas partie du nord du pays, ça veut seulement dire que c'est une récompense. Non, monsieur Odilon, il faut voir le problème de l'éducation dans tout le pays, il faut refaire le système éducatif, donner la possibilité. Parce que, monsieur Odilon, ce que vous devez savoir, même tous ces jeunes de Dolisie que vous venez de dire, venez d'avoir les meilleurs résultats du baccalauréat, ils ont 0 à venir. Ils vont aller où? L'université Marine-Ngouabi, aujourd'hui, les professeurs ont quasiment plus de 9 mois sans salaire. Les cours, vous connaissez l'État, vous avez fait cette université. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous avez quitté ce pays pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs ou un meilleur système éducatif ailleurs. Vous voyez, donc on peut dire que nous étions à la place de ceux-là qui ont pris l'argent du Congo, qui ont eu ce privilège de gérer l'argent du Congo. Le Congo ne serait pas tombé à l'hécatombe dans tout le système, que ce soit le système de santé. Le Congo ne serait pas tombé dans les abîmes, dans le système médicalisé, dans le système éducatif et même dans le système financier. Mais il y a eu plusieurs pouvoirs. Bon, je sais qu'à l'époque de Sassou An, après Sassou An, il y a eu Lissouba et après encore Sassou. De tous ces présidents de la République, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pensé construire une université à Pointe-Noire? Bon, mais monsieur Odilon, moi j'ai toujours dit la capitale économique, bien sûr. Moi j'ai toujours dit que c'est une mauvaise idée et une mauvaise pensée. Parce que est-ce que Lissouba l'avait fait? Une université à Pointe-Noire? Ben, nous pensons que dans le projet, Lissouba, ce que monsieur Lissouba avait fait, c'est transférer la faculté des sciences au niveau de Dolisie. Et je pensais que même dans le projet de Lissouba, il y avait et construire une université neuve, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai, mais souvenez-vous, hein, moi je suis j'ai fait des études en Chine et nous avons remarqué que même lorsque vous allez dans des petites villes, il y a des universités. Exactement. Bon, mais comme M. Lilan, on vous dit, nous n'avions pas été dans le rouage du pouvoir du système de Lissouba. Nous n'avons jamais été dans le rouage du pouvoir du système de Sassou. Nous pensons que ceux qui ont été dans le rouage du pouvoir de ces systèmes, qu'il s'agit du système Lissouba, sont capables de nous apporter plus d'informations. Mais en tout cas, on nous dit que nous, en tant que cette nouvelle jeunesse congolaise, jeunesse africaine qui a une vision globale, cette possibilité de pouvoir brasser, vous voyez, les compétences, nous pensons qu'il faut développer le pays. Pour développer le pays, il faut apporter un véritable système éducatif, c'est-à-dire, dans notre idée, nous voyons que Pointe-Noire étant la capitale du pétrole du Congo, nous pensons qu'il nous faut une université qui va traiter spécialement les problèmes chimiques, problèmes de traitement, problèmes du pétrole du Congo, vous voyez, et aussi mettre en place certainement une branche qui va s'en occuper du commerce international, compte tenu de la stratégie, la zone stratégique qui est Pointe-Noire en termes parce que nous avons exactement, parce que nous avons toujours tendance à penser que les richesses du Congo ne doivent que sortir de sous l'eau de mer, mais on oublie ce que la mer elle-même peut nous donner, ce que la surface de l'eau peut nous donner. Et les services aussi. Et les services. Ce qui fait d'abord la force de Montréal. Exactement, parce qu'il faut le dire que la vision des nouveaux responsables, le monde évolue par un système économique, il faut le dire. Parce qu'il faut le dire que tous ceux qui sont dans le système politique au niveau du Congo, que ce soit le système parti du travail, n'ont pas la vision économique. C'est-à-dire, la vision économique, c'est générer des emplois. Vous vivez en Occident, vous voyez les discours politiques. Combien d'emplois avez-vous généré? Et quand on parle d'emploi à durée indéterminée, pas des emplois temporaires. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui gèrent nos États, ils ne comprennent pas qu'en privant leurs citoyens des emplois, mais en réalité c'est un gain qu'on soustrait à l'État. Parce que quand les gens travaillent, les gens payent les taxes, les gens payent les impôts, les gens consomment. Cotisent aussi pour les futurs exactement. Et puis éventuellement, c'est ce cirque, on peut dire, ce cirque que nous sommes en train de pouvoir briser. Vous voyez. Mais même aussi, M. Odilon, quand vous privez vos citoyens de l'eau potable, mais c'est un gain que vous êtes en train de soustraire à l'État, parce que... La santé? Non, pas seulement la santé, mais aussi les taxes. Les taxes, c'est parce qu'il faut dire que toutefois que vous achetez quelque chose, vous consommez, vous payez la TVA, mais la TVA est retirée par qui? Par l'État.
Et donc, l'État peut l'investir dans les services. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que l'Occident a toujours évolué. Mais chez nous, qu'est-ce que nous remarquons? L'Internet est un luxe, l'eau est un luxe, l'électricité est un luxe, mais ce sont des gains que nous sommes en train de soustraire au niveau de l'État. Et en plus, il faut dire qu'aucun industriel ne peut venir s'implanter chez vous si vous n'êtes pas capable de leur fournir de l'Internet à haute vitesse ou de lui donner de l'électricité 24 heures sur 24. Vous voyez, M. Odilon, les investisseurs sont attirés par des pays qui ont une stabilité énergétique, une stabilité économique, une stabilité politique. Mais si vous avez déjà le cas du Congo, on n'a même pas la stabilité énergétique. Comment allons-nous attirer les investisseurs? Vous voyez, donc il faut penser, il faut lui dire que la nouvelle vision politique, il s'agit de créer des emplois, des véritables emplois qui feraient que vous ne puissiez pas faire partir, si vous voulez, vos matières grises du pays. Est-ce que ce n'est pas déjà une sorte de campagne que vous êtes en train de faire, une campagne prématurée pour votre élection? Je ne sais pas. Non, mais on a dit parce que toutes les idées que vous avancez, ce sont... En fait, est-ce que, je me pose un peu la question de savoir, est-ce que c'est la classe politique qui a un problème, qu'il faut tout changer, ou pour, en fait, renouveler les têtes qui sont au pouvoir? Monsieur Odilon, on a toujours dit que la politique, la politique c'est un peu le moteur. Mais l'alternance politique, on peut dire aussi que l'économie demeure la puissance d'un État. Si vous êtes un pays économiquement faible, vous serez toujours derrière les bailleurs de fonds. Hein. Vous voyez, si vous êtes un pays politiquement, vous ne prenez pas de véritables décisions, vous serez toujours victime de vous-même. Et on l'a toujours dit que la classe politique que nous faisons affaire aujourd'hui est toujours basée sur un modèle périmé. Hein. Il faut faire avancer les choses. Ce que nous voyons chez nous, c'est que si vous avez quelqu'un qui apporte la contradiction, il devient forcément votre ennemi, il faut forcément l'assassiner. Mais ce n'est pas comme ça, M. Odilon. Hein. Nous voyons ici... Hein, les groupements politiques avec des différentes idéologies, quand il s'agit des problèmes de la nation, ils se regroupent pour pouvoir trouver des solutions. Chez nous, non, vous êtes là, vous êtes devenu un élément gênant, il faut vous assassiner, il faut vous empoisonner. Et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nos pays n'avancent pas. Il faut que nous avançons avec des nouvelles idéologies, une nouvelle vision, qui est la vision économique, qui est, on peut dire, l'esprit patriotique, hein, il faut le dire, parce que vous ne pouvez pas construire le pays en étant renfermé dans votre ethnie, en étant renfermé dans votre tribu. Il faut libéraliser, aller regarder dans les autres tribus, dans les autres départements, aller chercher le véritable potentiel qui est capable de pouvoir mener un projet d'un point A à un point B. Est-ce que vous pensez que la véritable solution pour un véritable développement au Congo-Brazzaville serait un peu mettre en place un système fédéral? Écoutez, M. Odilon, nous avons toujours dit, nous venons de voir plusieurs Congolais nous parler du fédéralisme au Congo, qui n'est pas une mauvaise chose, mais si vous essayez de voir tous les pays qui sont basés sur le fédéralisme, ils ont d'abord ce que nous appelons quelque chose de consistant dans le domaine du droit, dans le domaine économique, hein, et dans le domaine des sécurités. Hein. Tant que vous n'avez pas le respect de la justice, vous n'avez pas des respects de droits de l'homme, ça va être difficile de parler du fédéralisme. Mais nous proposons peut-être, on peut dire, une transition hein, vers le fédéralisme. Vers le fédéralisme. Mais en réalité, c'est quoi? Que l'État puisse encourager des investissements dans les départements qui ont une potentialité économique quelconque. Est-ce que tout cela ne passe pas, puisque vous parlez d'une transition, est-ce que cela ne passe pas vers une décentralisation renforcée, avancée? Éventuellement, c'est cette transition, mais que certains compatriotes nous parlent directement du fédéralisme, parce qu'il faut le dire que dans le fédéralisme, c'est-à-dire que chaque département doit d'abord dépendre de lui-même, de son système économique, ainsi de suite. Et ce qui n'est pas le modèle au Congo, parce que vous n'avez pas les mêmes potentiels économiques dans chaque département du Congo. Ce que nous demandons, c'est plutôt encourager les départements avec des programmes consistants soutenus par l'État pour pouvoir permettre à chaque département de pouvoir s'épanouir seul. Et au fur et à mesure que la chose est en train d'évoluer, et nous en serons donc capables de pouvoir, donc, si vous voulez, venir au fédéralisme complet, comme nous sommes en train de le dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc j'avais une dernière question qui consiste un peu à savoir votre opinion en ce qui concerne cette question de la nuit du pôle, d'un certain nombre de ressortissants de pôle. Alors, est-ce que pour vous, le pôle est juste
un concentré des... Bon, je ne vais pas trop utiliser cette expression, mais c'est ce que disent certains Congolais, tel que je lis souvent des informations sur les réseaux sociaux. Certains Congolais qui disent que c'est juste une nuit des Lari et des Bakongo. Est-ce que le pôle en elle-même, en tant que région, est tout simplement constitué des Lari et des Bakongo? Bon, mais écoutez, monsieur Odilon, d'ailleurs, comme on a l'habitude de dire, chaque Congolais est libre de faire ce qu'il veut. Chaque ressortissant de chaque département, enfin on ne peut pas dire les ressortissants, ceux qui reviennent de chaque département sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui. Mais est-ce que ça vous gêne en tant que tel? Bon, écoutez, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Mais ce que nous sommes en train de constater, c'est le caractère régionalisme qui se concentre dans cette idée. On peut lui dire que c'est une bonne idée, les gens sortant d'un département, mais on peut dire que il y a un peu une façon de pouvoir caricaturer cette image, cette idée, puisque nous voyons qu'on a tendance à penser que le pôle appartient qu'au Bakongo, au Lari, alors qu'il y a des Téké, il y a des Rangala qui viennent aussi de ces départements. Pourquoi est-ce qu'ils ne se réclament pas et on ne les entend pas souvent parler Bon, mais écoutez... parce qu'apparemment, il y a aussi des Téké qui sont dans le pôle. Exactement, voilà pourquoi je dis, on a tendance un peu à emmener la chose de la division, de la séparation dans ce mouvement. Mais ce que moi personnellement je dirais que, attention, le pôle n'appartient pas qu'au Balari, au Bateke ou à Bakongo. Mouyonzi n'appartient pas qu'au Bembe, le Kwilu n'appartient pas qu'au Vili. Nous venons tous d'un pays et nous pensons que nous sommes libres de circuler ou d'appartenir quelque part. Nous avons toujours dit que si vous essayez de regarder, cette affaire de nuit de poule ou encore des fractions qui se forment est partie simplement des accords que Sassou est allé signer avec Ntoumi et Ntondo est allé signer. Vous voyez. Et donc, pendant qu'on bombardait le département du pôle, c'est tous les Congolais qui étaient derrière les amis du pôle. Tous nous avons perdu des parents. On n'a pas vu ces fractions-là se former, monsieur Odilon. Mais nous venons là de regarder que on parle d'un Bongi, le fils de Kola se met à circuler dans tout le Congo, dans tout le pôle, et des fractions se forment dans la diaspora pour apporter la division. Bon, on dit c'est au nom de la culture, mais en réalité, quand nous essayons de regarder, il y a des gens qui essaient de radicaliser la chose, apporter la division. Non, nous disons non à ce genre de division. Est-ce que c'est seulement toutes les personnes qui parlent les Mouatoubé qui en fait constituent qui vont... ça c'est d'après leurs critères, parce qu'apparemment apparemment c'est ce que nous sommes en train de constater, que forcément il faut que tu sois un Balari à Bakongo pour aller à une nuit quelque part. Tout un chacun de nous peut organiser une nuit de la Bouenza, mais ce que nous condamnons, c'est le côté... Vous parlez seulement de la Bouenza, les Koumou, vous parlez... écoutez, moi je suis... c'est ce que j'ai dit. Mon grand message de ce soir, donc cette question que vous venez de me poser, je vais simplement dire que ne pensez pas que si vous revenez d'un département, que vous êtes originaire de ce département, que ça vous appartient. Ça, c'est mon grand message. Vous n'êtes pas le propriétaire de ce département, vous n'êtes pas le propriétaire de ce village. Le propriétaire de ce village, c'est tous les Congolais. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes tous les enfants du Congo. Donc ne nous venez pas pour nous dire que le pôle n'appartient qu'au Bakongo, comme vous venez de le dire, que le pôle n'appartient qu'au Barangala, que la Bouenza n'appartient qu'au Bembe, ou au Dondo, au Kamba, que les plateaux appartiennent qu'au Téké, que, si vous voulez, Oyo n'appartient qu'au Mboshi. Vous voyez, moi, en tant que fils du Congo, Oyo m'appartient, Bunji m'appartient, Makwa m'appartient, le Kwilu m'appartient. Vous voyez, donc c'est ce discours-là. Parce que le fait que nous nous concentrons dans des petits groupes, c'est ça qui est en train d'amener le malheur au Congo, la division, la destruction du Congo. Parce que nous voulons nous concentrer dans l'ethnie. Nous ne voulons plus voir ce genre de modèle. En tout cas, notre vision du Congo étant des technocrates derrière ceux-là qui vont prendre les décisions de ce pays, c'est de voir les enfants du Congo
en sont allés brasser dans tous les coins du département du Congo. En tout cas, nous condamnons des caricatures hein, de division et de haine qui se concentrent autour de ce projet, voilà, le projet de séparation. D'accord. Une dernière question concernant l'accord ou bien les accords de cessation des hostilités qui ont été signés par le pasteur Ntoumi et le pouvoir de Brazzaville. Alors, je sais que la diaspora a beaucoup parlé, a beaucoup râlé, a beaucoup crié, comme disent certains Congolais, a vociféré pour soutenir le pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, il y a eu des accords. Il y a eu cessation des hostilités entre le pouvoir et Ntoumi, comme je venais de le dire au départ. Est-ce que pour vous, c'est un espoir de paix? Ou bien vous voyez le pasteur Ntoumi comme un faiseur? Je ne sais pas, quelle est votre opinion par rapport à ça, vous les guerres de la diaspora? Bon, écoutez, M. Olilon, moi, je parle à mon nom personnel. Hein. Moi, je le dis d'une manière claire. Les accords que Ntondo est allé signer avec Sassou, ce ne sont pas des accords qui apporteront la paix au Congo-Brazzaville. Même les gens de Ntoumi eux-mêmes dans la diaspora, hein, les vidéos sont là, sont venus appeler ces accords des accords des dupes. Parce qu'ils savent la réalité. Les agents de Ntoumi, qui sont en réalité, hein, qui essaient de regarder dans la grande carte cette situation, savent que ce sont des accords de dupes. Combien de temps après les accords que nous venons d'entendre ici que Ntoumi est maintenant libre de tout mouvement? Mais ce qui est curieux, c'est que cette déclaration a été lue même par quelqu'un d'autre. La question se pose même, on se dit même si Ntoumi en réalité même est encore vivant. Ça c'est la question personnellement moi je me pose, parce que nous avons vu dans le passé, quand Ntondo est allé signer les accords, Ntoumi est venu avec sa déclaration. Est-ce que c'est pour sa sécurité qui se cache, qui ne veut pas... En tout cas, ça c'est une question que Ntoumi peut même lui-même peut répondre, ou ça lui-même il connaît la vérité. Mais en tout cas pour nous, nous le disons d'une manière claire qu'il n'était donc pas nécessaire d'aller à une guerre qui a entraîné, on peut dire, la destruction de tout un département où il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont perdu des vies et des biens. Vous voyez? Donc pour nous, vous êtes allé faire la guerre, vous l'avez d'abord fait la guerre avant, il faut le dire, vous avez déjà fait la guerre avant, vous avez signé des accords de paix. Vous êtes rentré dans un même groupement de travail, de gouvernance avec Sassou Nguesso. Et vous repartez encore dans un jeu de guerre. Et vous nous revenez encore avec des accords. Et vous nous parlez de la paix. La deuxième fois. Pour la deuxième fois. Alors, écoutez, le peuple congolais n'est pas dupe. Et nous nous disons, nous ne savons pas sur quel jeu Ntoumi est en train de jouer. Et cette question, ce n'est pas seulement nous, dans la diaspora, qui posons cette question. C'est tout le peuple congolais qui est en train de poser cette question. Quel est le jeu que voulez-vous finalement? Non, mais nous sommes en train de vouloir comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'aller massacrer les populations, parce qu'il veut dire que ces deux partis qui ont fait la guerre ont commis des crimes. Des crimes, ont commis le génocide. Ces deux partis doivent aller se justifier auprès de la Cour pénale internationale de justice. Voilà pourquoi nous avons dit, le peuple congolais conscient n'acceptera plus désormais le jeu que Sassou joue avec Ntoumi, en faisant la guerre et en allant signer nos accords, repartons faire la guerre, et pourtant, et après, à la fin, ce sont les citoyens qui sont des véritables perdants. Qui va aller dédommager tous ceux-là qui ont perdu du vie. Est-ce que cela fait partie des accords de cessation des hostilités entre le pouvoir? Mais apparemment, nous savons, le dédommagement. En tout cas, nous avons là l'impression que Ntoumi qui est libre de tout mouvement, et que d'ailleurs Ntoumi lui-même n'est jamais venu avec une déclaration. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, nous ne voyons pas que les victimes seront dédommagées. Et nous savons déjà comment le système se passe. Les explosions du 4 mars, personne n'a jamais été dédommagé, en tout cas à ma connaissance. Quand même quelques certainement les parents de ceux qui sont proches du pouvoir. Et ça, la réalité, M. Olilon, ça c'est une vérité. Le pôle a été complètement rasé, les arbres fruitiers coupés, qui va dédommager tous ces gens. Est-ce que c'est prévu dans leurs accords? Alors écoutez, ne jouez pas ce jeu. Nous le disons, tous, ils ont été criminels, et la Cour pénale internationale de justice doit faire son travail. C'est tout ce que nous demandons. Ça, c'est votre dernier message. La Cour pénale internationale doit intervenir. Encore faut-il vraiment s'interroger sur la vraie nature de cette Cour pénale internationale qui ne s'intéresse qu'aux pays africains. Ça, c'est aussi un autre point. Parce qu'il n'y a pas que les dictateurs africains, comme vous avez souvent l'habitude de le dire. Il y a aussi ceux qui sont en Occident, les dirigeants occidentaux qui soutiennent des guerres par-ci par-là et qui ont
aussi causé plein de catastrophes humanitaires, beaucoup de décès, beaucoup de massacres, et donc on n'en parle pas. Donc cette Cour internationale, pénale internationale, est quand même un peu mal placée pour donner des leçons aux dictateurs africains. Ça, ce n'est qu'un petit détail. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission politique. Nous avons été ici avec M. Bernard Pongui, qui a bien voulu répondre à toutes les questions que la direction de CGB 24 TV Universel a bien voulu lui poser. Et j'aimerais donc savoir s'il a un dernier mot à dire effectivement auprès des auditeurs, auprès de nos internautes qui nous suivent en ce moment. Bon, mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, il faut le dire que l'Afrique fonctionne sur un modèle économique, l'Occident fonctionne sur un modèle économique. On a toujours dit que personne ne viendra aider l'Afrique ou nos États si nous ne mettrons jamais quelque chose sur la table. C'est clair. Le monde fonctionne par un système de business. Si tu n'as rien, personne ne viendra t'aider. Le riche va continuer à devenir riche, le pauvre va continuer à devenir pauvre. Nous sommes dans ce que nous appelons le principe de l'irréversibilité. L'irréversibilité veut simplement dire que le riche ne voudra jamais revenir à la pauvreté. Et donc il va continuer à avancer. Et le pauvre va continuer, va chercher à devenir riche, mais ça va être difficile. Vous voyez, le principe de l'irréversibilité, il faut que ça s'applique dans la nouvelle jeunesse africaine. Nous demandons des politiques d'inclusion de la jeunesse, que les grands leaders de ce monde comprennent que l'Afrique ne doit plus fonctionner dans ce modèle-là. Le cas du Congo-Brazzaville, nous avons certainement les leaders du monde, on fait confiance à un régime criminel, mais qui a mené aujourd'hui le pays vers l'hécatombe économique et qui est en train même d'engloutir la sous-région. Vous voyez, par le modèle économique. Vous avez essayé de venir par plusieurs assistances financières avec le Fonds monétaire international et d'autres bailleurs de fonds, mais nous connaissons aujourd'hui les résultats. Le Congo dirigé par le régime Sassou ou le Congo dirigé par le Parti congolais du travail ne sera jamais la solution aujourd'hui. On vous le dit, M. Odilon, le fils de Sassou président, le Congo recule encore 50 ans en arrière. Il faut une solution. La solution politique ne sera jamais la solution dans ces contextes. Vous venez de voir, des jeunes ont été massacrés, le régime ne connaît que le régime de la force. Nous demandons aux partenaires économiques de venir, tous nous pouvons travailler ensemble, et nous allons voir dans quelle mesure nous allons mener le Congo-Brazzaville. On a toujours dit, parfois, l'équilibre de forces militaires ne signifie pas forcément une guerre. L'équilibre militaire, c'est un moyen, une stratégie qui permettait d'emmener les deux parties sur la table de négociation. À l'heure où nous sommes en train de parler, ça sous que militairement il est fort. Personne ne peut descendre ça sur militairement. Voilà pourquoi il change les constitutions, il peut détruire l'économie et personne ne dit rien. Là, si on met en place l'équilibre de force militaire, le principe de l'équilibre de force militaire, cela ne signifie pas que les partis vont faire la guerre. Mais Sassou se rendra compte qu'il y a un contrepoids de l'autre côté, il va donc venir lui-même sur la table de négociation et désormais avoir la conscience dans quelle direction nous allons emmener le Congo. Et pour y arriver, ça demande l'appui de tous les Congolais, les leaders internationaux, et ça demande aussi aux bailleurs de fonds internationaux de penser qu'il faut que nous puissions amener le Congo vers une nouvelle direction. Et la jeunesse, la nouvelle jeunesse congolaise, cette diaspora, que ce soit la diaspora congolaise à l'extérieur ou de l'intérieur, les Congolais de l'intérieur, des jeunes compétents, sont capables d'emmener le Congo vers une nouvelle direction. Donc, travaillons tous ensemble avec un projet économique pour pouvoir changer la situation politique du Congo et à pouvoir apporter la véritable vie à nos concitoyens du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Pongui, et merci aussi une fois de plus, puisque je l'avais déjà fait, je vous avais déjà adressé mes remerciements à tous ceux qui nous ont suivis. Et donc, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission de CGB 24 TV Universel, votre émission œil sur la politique. Nous avons toujours un œil sur tout ce que font les hommes politiques, les gens de la mouvance présidentielle, tout comme ceux de l'opposition, même ceux aussi des partis centristes. On vous observe, on pose des questions pour essayer d'aller dénicher un peu les réponses, les non-dits que certains opposants ou certains hommes de pouvoir ne veulent pas dire clairement à la population, parce que l'objectif n'est pas de soutenir un camp, que ce soit le pouvoir en place ou de soutenir l'opposition. Non, nous sommes là en tant que chaîne, une web TV, proposer donc des questions aux opposants, aux hommes politiques de la majorité présidentielle pour apporter des solutions, des réponses
Donc le peuple. Et sans oublier la société civile. La société civile aussi, parce que le peuple attend des véritables réponses, des gens qui peuvent apporter en fait des solutions pour faire sortir la population de cette misère. Voilà, donc c'est sur ces mots donc, que je vais donc vous dire à nous revoir donc à la prochaine occasion pour votre émission Œil sur la politique, toujours affaire à l'ISO, hein, tout à la Bunoire. Merci beaucoup. C'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi. Là, tu n'as pas de choix. Parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie. Pour ce peuple, je maigris. Tu entends, ils sont encore tués. Alors, pour ce peuple, je les défie.